Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Philippe Jonvaux, je suis donc directeur du département Procréation, embryologie et génétique humaine à l'Agence de la biomédecine. Et donc nous sommes rassemblés aujourd'hui sous l'égide donc de l'Agence de la biomédecine dans cette session qui j'espère vous intéressera beaucoup et qui va porter donc sur une expérience effectivement, on voudrait vous transmettre, une expérience sur la conduite d'un travail collectif qui est vraiment un travail d'engagement réciproque et qui a été mis en place à l'occasion de la loi de bioéthique et plus particulièrement de l'application de la loi de bioéthique du 2 août 2021. Donc, cette loi de bioéthique, vous le savez, s'agissant de l'assistance médicale à la procréation, elle a mis en avant donc 3 mesures essentielles, phares, qui sont d'une part l'élargissement de l'accès à l'assistance médicale à la procréation à toutes les femmes, qu'elles soient en couple ou célibataires, l'autorisation de l'autoconservation de gamètes sans indication médicale, et enfin l'octroi d'un nouveau droit pour les personnes qui sont nées d'une assistance médicale à la procréation, d'accès à leurs origines, donc pour une assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur. Ces 3 mesures ont été fortement attendues dans l'ensemble de la population, et donc il était essentiel que le texte de loi puisse trouver toute son expansion et son application dans les temps les plus courts et dans les meilleures conditions. C'est donc l'objet, effectivement, de cette réunion aujourd'hui, de vous présenter le comité de suivi qui a été mis en place par l'Agence de la biomédecine et qui a rassemblé donc toute une série d'acteurs, dont certains représentants sont ici, et qui vont donc partager avec vous l'expérience de ce comité. Ce comité a eu pour mission de pouvoir, comme un centre névralgique, recueillir des informations. Nous avons pour cela réitéré des enquêtes tout au long de la loi de bioéthique, de son application, des enquêtes sur les activités auprès des centres. Et dans un deuxième temps, nous avons essayé de recueillir les préoccupations de tous les acteurs professionnels et aussi associations. C'est donc maintenant que je donne la parole à M. Laurent Butor pour dresser un tout petit peu le point de vue du régulateur. Bonjour, donc Laurent Butor, je suis chef du bureau de la bioéthique, c'est écrit derrière moi, des éléments et produits du corps humain à la Direction générale de la santé. C'est le bureau qui a en charge traditionnellement l'examen et la mise en œuvre des lois de bioéthique. Et donc je vais vous dresser un peu le point de vue de l'administration, le point de vue à la fois d'une administration qui a suivi le portage d'une loi et surtout comment on passe finalement, grâce à un instrument qui est ce comité de suivi, d'un principe, d'une loi à l'effectivité des droits qui sont ouverts par cette loi. Quelques mots d'introduction pour commencer, parce que c'est quand même un élément important pour expliquer la raison pour laquelle on a mis en place ce type d'instrument avec l'Agence de biomédecine. La loi de bioéthique, la dernière, a une particularité, c'est, et Philippe l'a évoqué, c'est la place centrale des dispositions sur l'AMP qui y figurait. Premier constat, c'est que c'est quelque chose, le sujet de l'assistance médicale à la procréation a mobilisé l'essentiel des échanges parlementaires. Une loi qui a mis assez longtemps, puisque la crise sanitaire a dû un petit peu décaler les lectures. Et donc, avec des réponses à des changements qui sont ceux de la société, plus que ceux seulement de la technique, ce qui est un peu habituellement le domaine des lois de bioéthique, puisque là, on peut le résumer en disant que c'est aussi une adaptation à l'évolution des modèles familiaux, donc avec 2 aspects qui ont été évoqués, qui sont d'un côté l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation à toutes les femmes, et aux couples de femmes et aux femmes seules, donc, mais aussi l'accès aux origines avec, dans les 2 cas, finalement, quelque chose qui dépasse le seul
objet juridique de la discussion parlementaire, qui est finalement ce principe de vraisemblance sur lequel était fondée historiquement la place de l'AMP dans la prise en charge, qui est remis en question ou simplement auquel on met fin dans ces deux évolutions. Et puis on retrouve aussi dans la loi de bioéthique, et c'est des choix aussi qui concernent l'AMP, un domaine plus traditionnel qu'on retrouve dans les lois de ce type-là, c'est-à-dire des enjeux éthiques nouveaux posés par des choix techniques. Alors ça peut être des enjeux qui ne sont pas si nouveaux, qui sont reposés de loi en loi, et donc typiquement des débats parlementaires qui ont été assez nourris sur la réception d'ovocytes de la partenaire dite méthode de la repas dans l'AMP en couple de femmes, ou dans un autre champ le débat complexe sur la possibilité d'accéder, enfin de terminer une procédure d'assistance médicale à la procréation post-mortem. Donc des sujets qui sont particulièrement sociétaux, même si le terme n'est pas forcément très élégant. Une fois qu'on avait la loi, il fallait évidemment prendre beaucoup de textes d'application et encore beaucoup de domaines restés à fixer au niveau réglementaire. J'en ai cité deux, on y reviendra dans les échanges et dans la présentation, mais qui étaient deux sujets un peu marquants, qui étaient à la fois la mise en place de conditions d'âge pour l'accès à l'assistance médicale à la procréation, donc ce qui est quand même un changement important tant pour le secteur des professionnels que pour le public. Et un autre qui est, alors pour le coup encore un petit peu devant nous, qui est pour l'accès aux origines, une date de changement de régime de gamètes, et donc une date qui est celle de l'application complète de la loi qui devait être décalée dans le temps pour permettre de gérer un passage et une transition optimisé entre des stocks de gamètes qui ne disposaient pas d'informations relatives à leur donneur et les nouvelles. Et les nouveaux gamètes. Donc troisième point sur la loi de bioéthique, c'est que tous ces éléments, à la fois la dimension sociétale et la nécessité de dialoguer, et de dialoguer aussi pour la mise en œuvre des textes d'application, a conduit finalement le gouvernement à mettre en place un plan d'action pour le secteur et qui passait pour sa mise en œuvre par la mise en place d'un instrument de discussion partagée, de dialogue, de remontée d'informations et de diffusion d'informations, donc qui devait à la fois faire un état des lieux, parce qu'on a pu constater que finalement le secteur allait beaucoup changer avec la loi, mais il était déjà sous tension sous certains aspects. Et puis évidemment aussi documenter des évolutions plus financières pour pouvoir adapter le secteur à ces évolutions, aux évolutions de la loi. Je n'ai pas encore trouvé le bon... Si. Le comité de suivi, donc du coup, qu'on peut voir comme l'instrument pour passer du droit à la pratique, donc avec le trilogue que vous avez devant vous, qui sont les pouvoirs publics, les professionnels et les patients. Sachant qu'on avait, et compte tenu de l'enjeu particulier de l'assistance médicale à la procréation, à prendre en compte aussi tant les bénéficiaires de l'assistance médicale à la procréation que les donneurs, puisqu'il y avait un certain nombre de règles qui changent du fait de la loi. C'est aussi dans ce dialogue à trois que le sujet des délais d'attente, et je parlais tout à l'heure de sujets qui existent avant la loi et qui sont mis en avant par l'évolution de la loi, c'est aussi un endroit pour pouvoir discuter, objectiver, analyser et trouver des moyens d'améliorer la situation. Et les délais d'attente, typiquement, ils concernent à la fois l'activité, enfin les professionnels et leur file active, mais bien évidemment les bénéficiaires de l'AMP.
Donc un format spécifique qui est ce comité de suivi mis en place, piloté par l'agence, avec un contexte, je l'ai évoqué rapidement, qui était celui juste après la crise sanitaire, et donc l'instauration, je pense, de façon assez remarquable par l'agence d'un dialogue continu pendant la crise avec l'ensemble des acteurs, mais aussi les associations de patients ou d'usagers, qui a aussi servi de modèle pour pouvoir instaurer un dialogue pérenne avec les acteurs du secteur, avec toutes les parties prenantes. Et puis, une formalisation qui a eu lieu à peu près dans le même temps. Il y a régulièrement des plans ministériels sur les différents domaines d'intervention, notamment de l'Agence de biomédecine. Et donc, les objectifs de mise en place, dans le cadre de la mise en place de la loi, ont largement été repris finalement dans le programme du secteur, et le programme, le plan embryologie génétique humaine pour sa partie AMP, c'était un peu le programme de travail aussi de ce comité de suivi. Comité de suivi, comme je l'ai dit, qui permettait à la fois de répondre à des interrogations nouvelles, mais aussi à finalement des enjeux antérieurs qui existent déjà dans le secteur. Et c'est l'occasion de mettre un accent sur un secteur qui, à la fois, a un effet de croissance, un effet d'échelle du fait de la loi, et aussi des tensions qui préexistaient, des délais d'accès qui sont encore par endroits assez insatisfaisants. Et donc, on a eu autant à traiter dans ce comité de questions complètement nouvelles, avec des interventions pour ce qui est de l'accès aux origines, par exemple, des représentants de la commission qui a été mise en place pour mettre en œuvre cet accès aux origines, mais aussi des enjeux d'analyser finalement, à l'occasion de la mise en œuvre de la loi, la diversité des pratiques des centres d'AMP et d'interroger les raisons de cette diversité. J'ai que 3 slides. Voilà. Donc, trois illustrations pour montrer que cet outil, le comité de suivi de la loi, a permis en fait de faire naître des travaux structurants qui sont... il y a à la fois une dimension de mise en œuvre pratique de la loi, mais aussi une dimension réellement structurante pour le secteur. C'est vraiment un objet qui n'est pas que tourné vers l'application de la loi, mais qui est finalement... qui permet aussi d'impulser une évolution dans la prise en charge de l'AMP. Donc, 3 illustrations, mais je les ai brièvement évoquées, puis on y reviendra peut-être. D'un côté, la gestion des stocks de gamètes, ça c'est un élément assez nouveau. C'est l'idée du fait de la loi de finalement réinterroger à l'occasion de cette période de transition que j'ai indiquée, de réinterroger le rapport entre les centres d'AMP et leur stock de gamètes et les dons qui ont permis la constitution de ces stocks. Finalement, on va avoir un temps identique pour tous les centres d'AMP, pour tous les centres de dons de France, avec cette date de changement de régime juridique qui sera à la fin du premier trimestre 2025. Et ça nous permet, et en ce moment, c'est le travail de l'agence avec plusieurs sécos, de mettre en place des modalités organisées de transfert de paillettes entre centres, ce qui existait, mais de façon assez épisodique, et qui est là organisé, qui est sans doute un modèle très intéressant dont on suivra avec attention les effets sur le niveau de stock dans les différents centres, à la fois l'épuisement entre guillemets des gamètes qui n'avaient pas d'informations sur les origines du donneur, et la tension sur les stocks constitués depuis le changement de régime pour les donneurs. Deuxième élément structurant, c'est un travail qui est amorcé, qui est encore devant les pouvoirs publics, mais qui a été structuré du fait des demandes qui ont émergé dans ce comité de suivi. C'est le besoin d'une structuration de parcours
ça a remis en question, la loi de bioéthique a remis en question certains rapports entre les intervenants du secteur privé, les intervenants du secteur public, entre les centres de dons eux-mêmes, mais aussi entre les centres de dons et les centres d'AMP. Et donc ça, c'est un travail qui est vraiment qui a été dessiné à l'occasion de réunions de ce comité de suivi et qui vont se prolonger dans les mois qui viennent. Et puis évidemment, et ça c'était dès le départ, mais ça restera, c'est aussi un endroit où ont été émises dès la publication de la loi, bien finalement les attentes, les insatisfactions, mais aussi les attentes d'éventuelles modifications ultérieures de la loi, c'est-à-dire qu'est-ce que la pratique nous enseigne pour pouvoir anticiper les futures évolutions. Alors pour la loi de bioéthique, c'est un chemin qui est un peu long, puisque vous savez que c'est tous les 7 ans, mais c'est utile de pouvoir, dès les premières phases de mise en œuvre, faire remonter tous ces enjeux et préparer l'avenir. Je vous remercie. Merci Laurent. On va continuer maintenant une deuxième intervention, mais cette intervention est centrale aussi parce que cette loi de bioéthique, avec cette loi de bioéthique, s'agissant en tout cas de l'assistance médicale à la procréation, le système de santé en France a été vraiment mis sous tension. Ça a été clair en fait, et le témoignage qui va arriver donc est probant. Et il nous a importé régulièrement au cours de ce comité de suivi de pouvoir donner la parole en fait aux professionnels, voilà, qui ont été confrontés quasiment du jour au lendemain avec donc de nouvelles situations inédites. Et la réaction effectivement de ces professionnels a été pour nous à nouveau une école en fait de savoir pour pratiquer ultérieurement effectivement des situations similaires. Donc je donne la parole au docteur Sophie Miraillet, donc du service de médecine de la reproduction au CHU de Nantes. Merci. Merci à vous. Je vous remercie de me donner l'occasion de présenter à ces journées. Donc le point de vue du professionnel... Ah mon Dieu, tout a disparu. Donc je suis praticien hospitalier dans le service de médecine et biologie de la reproduction du CHU de Nantes, qui est un centre d'assistance médicale à la procréation dans lequel on a historiquement décidé, il y a de longues années, que la procréation médicale avec tiers donneur, c'était une assistance médicale à la procréation comme une autre, et de ne pas faire de différence entre les prises en charge intraconjugales et les prises en charge avec tiers donneur avant même la modification de la loi. Ça veut dire qu'on a une organisation structurelle qui est un peu différente d'autres endroits. Donc, en tant que praticien d'un centre de dons, j'ai participé à ce comité de suivi de la loi de bioéthique, donc piloté par l'ABM, et donc on avait pour but de suivre la mise en place effective des mesures de la LBE, qui étaient donc attendues depuis fort longtemps par beaucoup de gens. Et de suivre cette mise en place en fonction du calendrier prévu par la loi. Donc il y avait les 3 grandes mesures phares qui ont été évoquées précédemment. La chronologie, c'était d'abord la mise en place, parce qu'il y avait les premiers décrets de l'assistance médicale à la procréation pour toutes les femmes. Un peu plus tard, l'accès à l'autoconservation de gamètes. Et puis encore un peu plus tard, en 2022, le début de l'effectivité de la possibilité d'accès aux origines pour les personnes issues du don. Donc le travail du comité, ça s'est étendu sur 1 an et demi. On a eu des réunions plénières à peu près tous les trimestres, entre novembre 2021 et juin 2023. Et puis il y avait avant des réunions préparatoires pour essayer de cibler au mieux les échanges à avoir, les messages à faire passer au cours des réunions plénières, parce qu'on était quand même une quarantaine à chaque fois, ce qui nécessite un peu de préparation pour que ça ne soit pas la foire d'empoigne et que tout le monde pose ses questions, qu'on n'ait pas les réponses, etc.
Premier grand but, me semble-t-il, c'était écouter les acteurs de terrain et que les acteurs de terrain puissent échanger les uns avec les autres. Donc, dans les acteurs de terrain, il y avait des professionnels de santé, un peu de toutes les origines, on va dire, donc des praticiens d'exercice travaillant dans le secteur public ou dans le secteur privé, des représentants de toutes les sociétés savantes et puis quelques représentants de centres de dons ou de centres d'AMP. Et puis, il y avait les usagers, donc les représentants des associations de patients, pris en charge en AMP, des associations de donneurs. Et donc, c'était l'idée qu'on puisse se parler les uns avec les autres pour échanger. Et puis aussi, c'était pouvoir rencontrer les autorités compétentes, échanger avec elles, interagir, faire remonter les problèmes. Et donc, il y avait des représentants des institutions, donc la DGS, la DGOS, la CNAM, le centre de soins à l'étranger. Après, ça a été ouvert aux ARS, et puis ensuite aux directeurs d'hôpitaux, et puis aux présidents de CME. Ça, c'était aussi pour fluidifier le dialogue entre les professionnels et leurs instances proches, on va dire. Donc, à chaque réunion, on avait grosso modo 4 grands points. Un suivi sur les textes, un suivi des résultats avec les enquêtes d'activité, un suivi des moyens financiers, un suivi des campagnes de communication de l'ABM. Alors d'abord, le suivi le suivi des textes promulgués, ça permettait de répondre aux questions qui étaient soulevées par l'interprétation de la loi. Parce que quand on lit un texte de loi, tout le monde n'entend pas la même chose. Et donc, interprétation, application des textes, ça veut dire qu'on a échangé lors de ces réunions sur, comme vous évoquiez tout à l'heure, l'âge de l'accès à l'AMP. Alors, les questions pratiques, parce qu'après, nous, on est en contact avec les gens et on répond à leurs questions. Donc, comment fait-on quand on a un couple dont le monsieur a plus de 60 ans, qui a des embryons congelés, qui n'a pas fait sa demande avant que le décret soit passé ? Est-ce qu'on peut les prendre en charge? Est-ce qu'on ne peut pas les prendre en charge, etc. Donc, c'était des réponses à des questions pratico-pratiques. L'autorisation du double don de gamètes, puisqu'on a dit ce qui n'est pas interdit est autorisé, mais est-ce que c'est vraiment autorisé? Quand est-ce qu'on peut commencer à le faire? Dans quelles conditions? C'est vrai que nous, par exemple, on a attendu pour faire du double don de gamètes que l'accès aux origines soit possible, d'avoir des donneurs avec accès aux origines, des donneurs de sperme, pour pouvoir obtenir des embryons avec un donneur et une donneuse avec accès aux origines, parce que ça nous semblait plus bienveillant, on va dire, pour l'enfant futur d'avoir 2 donneurs avec accès aux origines. Bon, après, ça, c'est des choix, c'est une organisation de chacun. La question sur la ROPA que vous avez évoquée aussi, parce qu'on s'est dit, ça avait été évoqué au cours des débats pour la loi, pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas la ROPA chez les couples de femmes alors qu'on autorise l'accès à l'AMP? C'est les gamètes du couple. Ça sera peut-être une évolution future de la loi. Et puis, comme il y avait beaucoup de questions et que ça embolisait un peu les discussions, il y a eu création d'une foire aux questions. Et donc, on pouvait mettre ces questions sur cette fameuse FAQ avec des réponses après la fin des réunions, puisqu'on ne pouvait pas répondre à tout. Parce qu'il fallait parfois quelques petites vérifications pour pouvoir donner la réponse adéquate. On avait aussi le suivi des résultats des enquêtes d'activité. Alors, pour vous dire, les enquêtes d'activité, on a trouvé ça rude dans les centres. C'était vraiment la plaie de répondre aux enquêtes. Il faut quand même parfaitement être honnête, notamment sur le stock de paillettes, parce que oui, c'est intéressant, mais c'est quelque chose d'extrêmement mobile et en renouvellement permanent. Donc, à un instant T, on est incapable de dire combien il nous en reste. Il faut quand même être parfaitement clair là-dessus. Ces résultats d'enquête d'activité, ça permettait un vrai retour sur la vraie vie. Comment les gens avaient accès à leur rendez-vous? Parce qu'après, chacun voit ce qui se passe chez lui, donc on ne sait pas comment ça marche au niveau national, quoi. Donc l'accès au rendez-vous, comment est-ce qu'on fait pour avoir un rendez-vous? Est-ce que c'est compliqué, pas compliqué? C'était pas partout pareil. Les délais de consultation. Alors il faut se dire aussi que, comme l'a évoqué M. Jonvaux, il y a eu quand même, ça a été une mise en tension du système. On avait beau s'être préparé, avoir formé les secrétaires, essayer d'organiser les rendez-vous. Il y a eu beaucoup de rendez-vous qui ont été pris avec une espèce de saturation et de sidération du système, même en étant préparé. On ne pensait pas qu'il y aurait tant de monde. Bon. Et puis, on échangeait aussi sur les variabilités des accès dans les différentes régions, des accès dans les centres, des difficultés pour avoir les rendez-vous, des difficultés rencontrées par les patients. Et ça, on ne l'a pas forcément en direct quand on est dans un centre d'AMP.
On a pu aussi, nous, en tant que professionnels de santé, dire les difficultés que nous, on rencontrait, donc cette fameuse mise en tension, le besoin d'avoir un peu plus de monde, avec des augmentations d'activité donc sur certains secteurs qui ont été très importantes, les problèmes de recrutement, des problèmes, alors c'est trivial, mais les problèmes de locaux, de matériel, parce qu'il faut pouvoir faire face à l'activité. Ces enquêtes d'activité, elles ont permis aussi de... il y avait d'autres groupes qui travaillaient là-dessus, mais d'avoir un retour sur l'optimisation calculer l'optimisation de la date de changement de banque. L'idée, c'est quand même d'appliquer la loi le plus vite possible, donc d'avoir un accès aux origines pour tous le plus vite possible, sans jeter des paillettes. Et effectivement, le stock, il est très variable d'un endroit à un autre, en fonction de l'activité, de comment on l'a géré, de tout un tas de choses. On a vu aussi, grâce à ces enquêtes, l'effectivité de la mise en place de l'autoconservation sociétale, avec les difficultés qui sont encore prégnantes, de femmes qui ont du mal à avoir des rendez-vous, notamment celles qui sont proches de la limite d'âge, avec les délais de consultation et les délais de prise en charge qui se sont allongés. C'est difficile de dire qu'il y a un vrai accès à l'autoconservation pour tous. Après, il faut réfléchir. Donc, on avait posé la question d'effectivement d'ouvrir à nos collègues du privé pour pouvoir permettre un accès à toutes les femmes réellement de cette autoconservation. Bref, il y avait, comme vous le voyez, de nombreux sujets. Le suivi des moyens financiers, ça il était évoqué régulièrement, avec la MIG en relais de l'aide à la contractualisation. En 2022 et en 2023, la MIG elle a été attribuée en fonction de l'activité de l'année précédente et non pas des 2 années précédentes. Ça, c'était pour être collé au plus proche de l'activité réelle dans les centres et de soutenir grâce à ce financement, les augmentations d'activité qui perdurent. C'est ce que je vous disais, Monsieur Janvaux. On a toujours la même activité, ça ne diminue pas. Donc, on continue à travailler. Et puis, on a eu des informations sur les allocations de crédit aux ARS qui permettaient de demander un soutien pour des locaux ou du matériel dans les centres. Et ça, c'était quand même bienvenu. On avait également des informations régulières sur les activités de communication de l'Agence de la biomédecine avec les campagnes d'information qui ont commencé dès l'automne 2021 pour informer les donneurs de la possibilité qu'ils avaient de modifier leur consentement en permettant un accès aux origines pour les enfants. Ça allait devenir possible avec la création de la CAPAD et du registre des donneurs de gamètes. Et puis des campagnes de promotion sur le don de gamètes. Vous savez qu'en ce moment, il y en a une, donc n'hésitez pas à la relayer partout où vous pouvez. C'est comme ça que ça marche. Si vous voulez qu'on puisse prendre en charge les gens, vite, il faut qu'on ait des donneurs. Et on se débrouillera pour les accueillir rapidement. Donc, il faut toujours essayer de faire comme ça. Et puis, on a eu aussi des informations sur, ça c'était pratico-pratique, pour notre activité, sur les nouveaux supports. C'est pas très joli, j'ai pas trouvé le mot qui allait bien. Donc, la commission d'accès pour les personnes, d'accès aux origines pour les personnes issues d'AMP avec tiers donneur, qui a commencé à fonctionner en septembre 2022. Et le registre des donneurs de gamètes et d'embryons, dans lequel, depuis le mois de septembre 2022, on enregistre les donneurs et on enregistre les attributions, donc les receveurs et les enfants nés des dons. Donc tout ça, ça fait beaucoup de travail. Alors après, c'est vrai que souvent les centres se plaignent. Bon, ça, c'est un petit peu pénible de se plaindre tout le temps. C'est vrai qu'on a eu quand même pas mal d'augmentation d'activité et de travail, avec des bouleversements de pratiques, mais c'est bien parce qu'il ne faut pas s'encrouter dans la vie. Donc, comme vous voyez, les enjeux communs de ce groupe de travail, c'était efficacité et fluidité et égalité pour les accès aux soins, dans la mesure du possible, dans un contexte d'une modification de loi qui était attendue depuis longtemps par beaucoup de gens. Donc, c'est vrai qu'il y avait... Moi, j'ai été surprise parce qu'on accompagnait dans le service les couples de femmes et les femmes seules qui allaient à l'étranger. Et on s'était dit, bon, on en suit quand même plein des gens, on les aide et tout ça. Il n'y en aura pas tant que ça qui vont venir en plus. Bon, alors c'était tout à fait illusoire comme idée. L'intérêt de participer à ce groupe pour un professionnel de santé, c'était d'avoir accès à des informations en direct, de pouvoir échanger avec des personnes qu'on rencontre pas forcément tout le temps. Bon, voilà.
avoir les difficultés rencontrées par les patients, les confronter aux difficultés des centres, parce que c'est souvent quand on se parle qu'on arrive à trouver des solutions, plus que quand on ronchonne chacun dans son coin. Et puis, moi, ce qui m'a frappé, c'est la disparité sur le territoire. Et puis, les bénéfices qu'on pouvait en tirer, c'était une transparence sur l'activité, déjà, une transparence sur le soutien financier à la mise en œuvre en fait, de cette loi, qui a été important. L'accès aux informations encore, et puis les réponses à nos questions. Avoir des réponses à nos questions, ça nous permet à notre tour de répondre à celles des gens qui nous en posent. Donc ça permettait d'informer les patients, notamment je pensais à l'accès aux soins à l'étranger, la fluidification des parcours pour ça aussi. C'est important de pouvoir aider les gens dans cette direction là aussi s'ils le souhaitent. Et puis tout ça, ça permet d'assurer une prise en charge la plus optimale et la plus rapide possible, si c'est ce qu'on souhaite en pratique. Donc l'idée, et je pense que, bon, on a quand même rempli cette mission ensemble, c'était de travailler ensemble pour développer et construire un système optimisé d'accès à l'AMP aux origines dans le respect de la loi, et que ça va continuer avec la suite de ce comité de suivi et puis de nombreux autres groupes de travail pour améliorer et encore la qualité de l'accès à l'assistance médicale à la procréation et puis aux origines pour les personnes issues du don. Et je vous remercie. Je suis Céline Sester, je suis la présidente de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel. Pour que vous sachiez un petit peu de quelle place je parle, moi j'ai sollicité d'autres associations dans le cadre de la préparation de mon intervention aujourd'hui, puisque c'était important pour moi d'avoir un regard un petit peu plus large que le nôtre. Et je tenais aussi, avant de démarrer la présentation, de vous faire une brève présentation de notre association pour que vous sachiez de quelle place je parle et qu'est-ce que nous faisons dans l'association. Donc nous, on est une association nationale qui est reconnue d'intérêt général, qui a été fondée il y a plus de 15 ans et qui accompagne les personnes LGBT dans leur parcours parentaux. Donc, on a vraiment une vision de tout ce qui peut se passer sur le territoire national. Et donc, on propose un accompagnement et un accès à l'information pour les personnes qui souhaitent devenir parents, en sachant que cet accès se fait librement, gratuitement et sans condition d'adhésion. Donc, pour nous, la loi bioéthique a changé énormément de choses, puisque avant 2021, on accompagnait uniquement des personnes en parcours à l'étranger. Et on avait, pour vous donner un ordre d'idée, entre 300 et 400 demandes à l'année. De août 2021 à décembre 2021, on a traité plus de 4000 demandes. Donc ça peut vous donner une idée effectivement de la montée en charge qui s'est faite à tous les niveaux et qui a impliqué en fait de nombreuses questions. Et c'est tout l'intérêt justement de pouvoir participer à ce comité. Il a été là aussi pour nous. C'était vraiment de participer à un espace de dialogue avec tous les interlocuteurs qui étaient concernés par la mise en œuvre de cette loi et avec lesquels nous n'avions pas l'habitude de travailler, puisqu'on connaissait très bien les parcours à l'étranger, on connaissait très bien les autres voies d'accès à la parentalité, mais le système d'AMP français, nous ne le connaissions pas et les personnes que nous accompagnons ne le connaissaient pas non plus. Et donc, c'est vrai que ce comité nous a vraiment permis d'avoir un espace où on a pu échanger, mais aussi un espace où on a pu être identifiés nous-mêmes et identifier nous aussi les autres acteurs qui étaient investis dans la mise en place de cette loi. Nous, l'intérêt vraiment principal qu'on y a vu, c'était la possibilité d'expliquer et de défendre le fait que les professionnels et les associations ont un intérêt commun à travailler ensemble. Ça peut paraître une évidence, mais c'est vrai qu'on parle de places très différentes et la croisée des regards, mais ça a été dit par les personnes
personnes qui sont intervenues avant moi aussi, la croisée des regards a vraiment amené une meilleure connaissance des problématiques de chacun et de chacune. Et nous, on a vraiment eu, grâce à ça, un rôle de décryptage auprès des personnes qu'on accompagne. Pour dire les problèmes que vous rencontrez, voilà à quoi ils peuvent être liés, voilà comment ils s'expliquent. Et non, ce n'est pas de la discrimination, non, ce n'est pas un refus de vous prendre en charge, c'est qu'il y a des problématiques bien plus globales qui entrent en ligne de compte et qui ne sont pas liées forcément à votre situation individuelle ou au fait que vous soyez un couple de femmes ou une femme seule. Donc on a eu vraiment ce gros travail de décryptage et je trouve que le fait de pouvoir échanger comme ça dans un espace commun a aussi permis une meilleure compréhension des enjeux de la loi et c'est des choses que nous on a pu répercuter sur les personnes qu'on accompagne et qui nous contactent. C'est-à-dire qu'il y a des questions auxquelles nous en direct on n'avait pas forcément la réponse, mais toutes les informations qu'on a pu obtenir dans le cadre du comité nous ont permis, nous, d'avoir un meilleur niveau d'information pour les personnes qui pouvaient nous solliciter. Et effectivement, ça a été plus amené par d'autres associations, comme je vous disais, avec lesquelles j'ai échangé dans le cadre de la préparation. Puis, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, c'est vrai que ça a permis de remettre en lumière aussi des enjeux qui étaient préexistants à l'évolution de cette loi, pour lesquels nous, on en a découvert l'existence. Il y a certaines choses qu'on ne mesurait pas du tout et qui étaient déjà portées par certaines associations. Et donc, voilà, de pouvoir faire un peu front commun et de voir un petit peu les choses qu'il allait falloir faire évoluer dans les années à venir, c'était quand même assez intéressant aussi pour nous. Et après, je voulais compléter cette présentation avec un petit peu les avantages et les inconvénients que peut présenter ce type de dispositif. Parce que oui, il y a un intérêt. Je pense que vous l'aurez compris en plus à travers nos 3 interventions. Ce comité a eu énormément de points positifs et d'intérêt. Mais il y a aussi des choses, je pense, spécifiques au point de vue des associations qui peuvent être importantes à souligner. Donc sur les avantages, effectivement, l'existence de cet espace qui a permis de faire un lien entre les différentes parties prenantes de la mise en œuvre de la loi, ça c'est effectivement le premier avantage incontournable. La pluridisciplinarité, elle permet de croiser les regards sur les problématiques évoquées et donc d'être beaucoup plus efficace quand on cherche à y répondre. C'est pareil, je vous dis peut-être des choses qui vous semblent très évidentes, mais quand on l'a expérimenté réellement dans le cadre du comité, on a pu voir que sur certaines questions qui pouvaient être posées à la fois par les professionnels sous une certaine forme et à la fois par les patients et les patientes, du coup, on se rend compte que oui, on a un intérêt commun à trouver une solution. Et justement de rassembler tous les acteurs et de mettre tout le monde autour de la table en dehors de toute instrumentalisation politique, c'est aussi quelque chose de très important. Je le précise comme ça parce que quand au moment des débats sur la loi bioéthique, la question politique a été majeure et pour certaines associations, il a été difficile de se faire entendre. Alors que là, au sein du comité, il n'y a pas eu de différence. On a pu tous et toutes prendre la parole, être entendus dans les revendications qu'on pouvait remonter du terrain. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui me semble important à souligner aussi. Et effectivement, on a signalé de nombreuses questions, de nombreuses problématiques qui étaient récurrentes, certaines qu'on a même signalées pendant 1 an et demi, mais sur lesquelles on a fini par avoir des réponses et des propositions d'action concrètes.
voilà, dans la perspective qu'il y ait vraiment des choses concrètes qui soient mises en place, mais aussi de faire entendre la voix des personnes concernées. Parce qu'une des choses qu'on a pu constater dans le cadre de notre participation à ce comité, c'est que, comme je vous disais, nous, on a reçu et on reçoit toujours énormément de demandes d'information et d'accompagnement. Et quand on explique aux personnes qu'on participe à ce comité, qu'on a des liens avec les autres acteurs de la mise en œuvre de cette loi, de suite, il y a comme quelque chose qui retombe, les personnes se sentent entendues, elles se disent, bon, là, je sais que ce que je confie ou ce que je dépose ici va pouvoir être relayé et va pouvoir être pris en compte. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui produit son effet immédiatement juste par le fait d'exister. Donc voilà, la question d'entendre leur voix est quelque chose de très important pour les associations. Et après, moi, dans les avantages, je voulais aussi souligner le temps de préparation qui a été évoqué aussi tout à l'heure du point de vue des médecins, mais ça a aussi été le cas pour les associations. Il y a eu des temps dédiés qui nous ont été accordés, qui ont permis de réunir toutes les associations. Donc ça, c'est aussi, pour ceux qui connaissent le monde associatif, l'interassociatif n'est pas quelque chose de simple. Donc l'agence de biomédecine a relevé ce défi de nous mettre tous et toutes autour de la table pour porter un discours commun. Et effectivement, ces réunions ont permis d'aboutir à ça, c'est-à-dire de vraiment présenter toutes les problématiques qu'on pouvait rencontrer, de se mettre d'accord sur celles qui étaient prioritaires à faire remonter et de savoir qui allait porter les revendications qui avaient été évoquées. Donc voilà, ça fait partie des choses qui ont rendu le travail vraiment effectif et productif. Après, sur les inconvénients, ou en tout cas sur les choses que nous, on aurait à nuancer en tant que bénévoles, nous, par exemple, et c'est le cas de la majorité des associations avec lesquelles j'ai pu échanger dans la cadre de la préparation de cette intervention, on est toutes bénévoles. Donc se rendre disponible à des horaires de bureau, c'est compliqué. Donc organiser son emploi du temps professionnel pour libérer du temps pour participer aux réunions, ça peut être assez sportif. Voilà, donc ça c'est un des points sur lesquels peut-être à l'avenir il y aura des améliorations possibles. Je sais bien que c'est compliqué parce qu'il faut prendre en compte les agendas de tout le monde. Mais le propre du bénévolat, c'est que c'est une activité qui s'exerce en général en dehors des temps de travail. Donc voilà, ça nécessite de pouvoir jongler un petit peu avec ça. Et de même, l'absence de prise en charge financière pour la participation à certaines réunions est aussi une difficulté qui a pu être rencontrée par les associations. Alors pour le comité, tout se faisait en visio, mais il y a des temps de travail où il y a de la participation à des groupes de travail qui ont pu découler de ce comité. Et quand on est une association, on doit prioriser ses actions. On est plusieurs associations aussi à ne pas être basées à Paris. Donc, ce qui veut dire qu'en plus du temps qu'il faut dégager pour participer à la réunion, il y a aussi les frais de déplacement pour se rendre à Paris. Donc voilà, ça fait plusieurs enjeux qui peuvent être des freins assez importants et qui peuvent démobiliser aussi certaines associations. Donc je pense que une des choses dont on parle beaucoup, c'est la question de la démocratie sanitaire. Je pense qu'il faudra prendre en compte aussi que si on veut qu'elle soit effective et réelle, il faut prendre en compte la spécificité aussi des bénévoles. Voilà, après, pour conclure, dans les échanges que j'ai eus avec les autres associations aussi, on se disait que si la prochaine révision de la loi bioéthique peut déjà s'amorcer sur ce principe-là et qu'on peut continuer dans les bonnes habitudes là, qui ont été instaurées par le comité de suivi, ça permettrait vraiment de rester, en tout cas on l'espère, peut-être naïvement, je ne sais pas, mais peut-être un peu en dehors des enjeux politiques
et de pouvoir avoir une vision un peu plus globale parce que, et ça l'a été dit aussi dans la présentation du point de vue des médecins, effectivement, tout ne se passe pas à l'endroit où on se trouve et tout ne se passe pas à Paris non plus. Donc, avoir une vision un peu déconcentrée et globale de la situation, c'est intéressant et c'est aussi ce qu'a permis ce comité. Voilà. Donc, nous allons prendre des questions volontiers donc, de l'Assemblée, puis à l'issue de ces 3 présentations qui vous ont donné un panorama en fonction des intervenants de l'action qu'a menée l'Agence de la médecine dans ce contexte. Oui, monsieur ? Le médecin. Vous avez parlé de la disparité entre les territoires. De quoi vous parlez? Est-ce que c'est des disparités financières, des temps de rendez-vous, c'est des moyens, c'est quoi? Oui, c'est plus les temps de rendez-vous. Après, les centres de dons, ils sont répartis en France dans les régions. Après, en fonction de la région dans laquelle on est, il y a une activité qui est plus ou moins importante. Il y a une demande qui est plus ou moins importante. Il y a un nombre de donneurs et de donneuses qui est plus ou moins important. Donc après, l'égalité au sein des régions, elle n'existe pas en pratique. Enfin, je crois que les délais d'attente ne sont pas les mêmes partout pour des raisons triviales de disponibilité de gamètes, de choses comme ça, quoi. Après, il faut essayer d'y réfléchir. Mais c'est compliqué. Il y a aussi la question purement géographique. Il y a certaines régions où il y a un sécos, celle qui me vient, c'est Nouvelle-Aquitaine. Le sécos de Bordeaux couvre une région qui est extrêmement large. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, je pense, dans les retours. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont obligés de faire beaucoup de kilomètres. On est d'accord. La carte des donneurs recoupe pas la carte des demandeurs. Donc c'était aussi un des grands enjeux de ces discussions. Il n'y a pas de raison que ce soit exactement la même géographie. Et donc c'est un des enjeux aussi d'avoir ce comité au niveau national. Merci beaucoup. Je suis Sylvie Epelboin. Je travaille également dans le domaine de la médecine de la reproduction à Paris. J'avais 2 réflexions qui me venaient en vous entendant dans la suite de ce que vous disiez sur le choc qu'on a eu dans les centres et la difficulté d'accès et la disparité. Je voudrais insister également sur le choc que cela a fait par rapport aux autres prises en charge médicales et au retentissement également sur les délais. C'est-à-dire dans la réflexion que nous avons, dans l'ensemble des centres, il y a une limitation dans la possibilité de prise en charge qui n'est pas seulement la consultation, mais pour des raisons qui sont parfois liées aux capacités de l'hôpital de jour, ou bien aux capacités du bloc opératoire, ou bien à la taille des équipes qui n'a pas augmenté. Il y a un certain nombre de ponctions qui est faisable chaque jour. Et donc, on s'aperçoit que dans beaucoup de centres, il y a des prises en charge médicales pour des femmes qui sont à des âges qui avancent et qui commencent à être repoussées ou bien qui menacent d'être repoussées. Donc, vous avez prononcé le mot juste qui est celui qui nous taraude tous et auquel l'agence, nous le savons, n'a pas de réponse, qui est l'ouverture de la préservation de la fertilité, j'aime pas le mot sociétal, mais pour des raisons non médicales au centre privé. Les arguments financiers sont mis en avant, mais il y a aussi des prises en charge pour fécondation in vitro intraconjugale qui sont dans le privé. Donc si on craint les dérives, il n'y a ni plus ni moins de dérives. Alors on sait bien que la loi, c'est très difficile de la changer, mais on a un petit peu envie de porter cette parole tout le temps, parce qu'on peut réfléchir à fluidifier, à simplifier les parcours, à faire tout ce que l'on peut. Il y a des équipes qui sont capables de stimuler avec des biologistes qui connaissent la vitrification, c'est-à-dire la congélation rapide des ovules, qui travaillent bien. Et je pense que
il ne faut pas attendre la révision de la loi de bioéthique pour faire une pression. Alors, je parle devant M. Butor, mais il me semble qu'on doit pouvoir mieux informer nos dirigeants pour qu'il puisse y avoir une modification. Il me semble que dans d'autres domaines de la politique, il y a des arrêtés qui modifient des lois. Quand on écoute le ministre de l'Intérieur, il y a des lois sur la sécurité qui sortent tout le temps. Voilà. Donc, je voulais quand même témoigner de cela qui me semblait très important, puis d'autres choses, mais j'en parlerai après. Ce point, c'est un sujet qui nous a... Il n'est pas venu en premier, parce qu'effectivement, on a séquencé dans les travaux du comité de suivi, et on s'est consacré d'abord à l'ouverture de l'AMP. Mais c'est venu effectivement rapidement, après, pour répondre directement, mais on a bien entendu, et au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, les sujets ont été entendus. Sur cette question de l'ouverture au secteur privé, et si la loi avait été ambiguë, si on avait eu une marge d'appréciation, on aurait pu s'en saisir. Là, on n'est vraiment pas dans ce cas-là où il y a des dispositions explicites, et on ne change pas, et c'est sans doute assez heureux par ailleurs, on ne change pas la loi de bioéthique très souvent. En tout cas, on la change régulièrement, mais on essaye d'éviter de la réviser en dehors du calendrier. Donc là, c'est sûr qu'il y a une réponse, enfin, il y a une question qui est posée et qui a été portée aussi au sein des équipes du ministère, mais qui est contrainte par le choix du législateur. On a appliqué et on continue d'appliquer, parce qu'en ce moment, les agences régionales, dans leur programmation des plans régionaux de santé, ouvrent au maximum, dans les limites de la loi, les autorisations dans le cadre juridique qui est celui du secteur public, au moins pour la partie clinique. Et donc, on a fait tout ce qu'on pouvait dans les marges de la loi, mais cette question, l'intérêt du comité de suivi pour traiter de ce sujet, c'est bien la chambre d'écho de cette demande que vous faites, l'objectivation de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire. Et là, pour le coup, comité de suivi ou même arrêté, on ne peut pas changer la loi, c'est le législateur qui le fait. Et après, je ne dis pas qu'il faut forcément attendre la prochaine loi de bioéthique, il peut y avoir d'autres propositions de loi, mais en tout cas, dans le secteur, l'accent a été mis sur, comme vous l'avez dit, d'une part, essayer de fluidifier au maximum les circuits, et de l'autre, le travail qui est en cours dans les ARS, avoir le maximum de centres qui auraient la capacité, de centres publics ou d'établissements publics qui auraient la capacité de participer à cette prise en charge, de le faire dans la programmation régionale à la main des ARS. Est-ce que je peux réagir ? J'avais oublié de préciser que je plaide pour le privé, mais que ça fait 40 ans que je travaille dans le public. Donc, je voulais insister sur un argument. Alors, je sais bien par rapport à la loi, mais quand même, bon, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont moins au fait. Et pour dire aussi quelle est la dérive dans nos centres publics, qui est que, comme nous avons énormément de demandes, en dehors des délais, nous prenons en charge de façon égalitaire, comme on nous le demande, des personnes pour des préservations de la fertilité à titre sociétal, pour les différentes autres choses innovatrices, et qu'on arrive dans une situation un petit peu paradoxale, que les centres publics qui, pour la plupart, et je ne veux pas généraliser, sont quand même des centres de référence pour des pathologies lourdes, et on en a en matière de fertilité pour des femmes qui ont d'autres problématiques générales. Celles-là,
petit à petit, nous ne les voyons plus et on est tous d'accord pour dire qu'on va en voir de moins en moins, qu'on va faire des stimulations pour des ponctions, pour des congélations, sans savoir ce que vont devenir les ovocytes et que les pathologies lourdes, les femmes qui ont vraiment besoin d'une FIV pour des raisons médicales, et je n'ai pas dit que les autres n'avaient pas besoin de préservation, et cela petit à petit dérive vers des centres privés où peut-être que les prises en charge n'étaient pas ciblées de cette façon-là jusqu'à présent. Et donc il y a quand même tout un argumentaire. Alors, je ne sais pas après comment on peut changer les choses, mais il ne faut pas revendiquer pour revendiquer, mais accumuler les arguments pour expliquer comment nous n'avions pas du tout anticipé cela dans tous les débats préparatoires, et j'ai eu la chance de participer à certains. Et maintenant que nous le vivons, on est vraiment obligé de témoigner de cela pour essayer que les choses changent. Et puisque j'ai le micro, je m'y accroche encore 2 secondes pour dire que, par ailleurs, dans les nouvelles prises en charge que nous avons, dans les échanges scientifiques qui sont les nôtres dans nos colloques, nous nous interrogeons quand même beaucoup sur ces nouvelles prises en charge que nous avons pour beaucoup appelées de nos voeux, mais pour lesquelles nous n'avons plus d'obligation médicale et nous nous demandons quand même dans beaucoup de situations dans nos staffs quels enfants, dans quelle situation nous sommes amenés à faire naître. On a des situations familiales pour lesquelles nous n'avons rien anticipé. On a vraiment besoin de psychologues, de sociologues pour nous aider à comprendre ce que vont être ces nouvelles familles, même s'il y a un petit peu de littérature. On est très apprentis sorciers, comme on l'a été dans la FIV il y a 40 ans, et que là aussi, on pourrait avoir besoin d'aide pour réfléchir profondément à ces prises en charge, parce que dans la loi, avant, c'était l'infertilité médicalement avérée, dont le médecin devait s'assurer, etc. Et maintenant, il y a juste, dans l'article L552, juste une petite phrase qui dit que c'est toute personne qui a un projet d'enfant, et le médecin... Il y a une petite phrase qui est très très vague pour dire qu'on doit s'assurer que tout va bien. Mais ce n'est pas grand-chose. Et on a vraiment des situations, notamment pour les souhaits, vous devez en voir aussi, madame, pour des souhaits d'enfants, pour des personnes qui sont vraiment très seules dans la vie et pour qui on se pose la question... probablement, peut-être de façon exagérée, du bien-être de l'enfant à venir, alors que personne ne peut anticiper sur le bien-être d'un enfant qui n'est même pas conçu sur le plan embryonnaire. Mais on a le droit de se poser des questions quand même. C'était notre métier avant et maintenant on ne sait plus très bien où le corps médical se situe. Mais vous avez sûrement un avis. J'arrête là. Merci Sylvie. Monsieur, vous souhaitez poser une question? Merci. Oui, merci beaucoup. Bruno Lamotte de l'association Rénalou, assez peu habitué à ce genre de débat, mais je reviens sur le thème de la table ronde, un pilotage innovant d'une politique de santé publique. Quelles sont les leçons que vous tirez justement de l'application de ce comité de suivi finalement assez régulier, avec des groupes de travail induits, comme le disait Céline, et comment on pourrait démultiplier ce type de politique justement de pilotage pluridisciplinaire avec une implication forte des patientes et des patients. On le sait sur le plan greffe, autre volet d'action de l'ABM, le comité de suivi est beaucoup plus formel, ne se réunit que 2 fois par an et finalement devient une forme, je parle sous le contrôle de Brigitte, une forme de grand-messe où finalement les discours sont assez ritualisés et peut-être que le travail est moins dynamique. Peut-être que Céline peut m'éclairer là-dessus. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment ça peut se passer dans d'autres contextes. Enfin, je l'ai dit, pour nous, c'était assez nouveau tout ça. Mais par contre, je pense que on a dû se battre pendant tellement d'années pour que cette loi voie le jour, pour qu'on arrive à venir vraiment
au cœur de certaines préoccupations et de certaines problématiques, qu'on a certainement aussi une très grande détermination à prendre la parole et à porter nos combats. Après, voilà, encore une fois, je ne sais pas comment ça peut se passer dans d'autres contextes, mais là, ce que je remarque, c'est qu'on était vraiment plusieurs associations à parler de places différentes. Je pense au collectif BAMP, par exemple, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est dans l'accompagnement de l'AMP depuis bien plus longtemps que nous en France. Et en fait, on a pu partager des points de vue communs. Voilà, il y a plusieurs associations comme ça qui ont pu se dire on ne parle pas toutes de la même place, mais on partage les mêmes constats et donc voilà, mettons en commun et du coup ensemble on sera plus fort. Je pense qu'il y a aussi ça qui a joué. Après, ça a été dit à plusieurs reprises, je pense que tout le monde s'est pris une énorme vague dans la figure, pour le dire de façon un peu imagée, à tous les niveaux en fait, et je pense qu'il a fallu trouver des solutions, et c'est pour ça que le comité s'est réuni de façon si régulière. Il y a tellement de choses qui sont arrivées d'un coup qu'il a fallu s'adapter. Aujourd'hui, le comité ne se réunira plus que 2 fois par an, donc à l'image de ce qui a pu être indiqué là. Mais je pense que les liens qui ont été créés et toute la mise en place, les contacts qui ont pu être créés, l'habitude de communiquer qui a été permise par ce comité va perdurer aussi tout au long de l'année et du coup en dehors de ces grandes messes. Merci. Tu voulais prendre la parole. Merci beaucoup. Moi, je suis Michel Timarto, je suis le directeur général adjoint de l'Agence de la biomédecine. Je voulais poser une question sur le même thème, sur le thème de l'innovation. Le pilotage innovant d'une politique de santé publique, c'est la première fois qu'on suit comme ça une loi avec une évaluation en temps réel et en vie réelle de données qui implique un effort incroyable pour les professionnels, l'implication des associations et puis une réponse du ministère à chaque... Là, on a montré qu'il y avait 6 réunions, mais à chaque fois, le ministère répondait. Donc, je crois qu'il faut garder à l'esprit la dimension innovante de cette façon d'accompagner et l'évaluation des politiques publiques. La concertation, c'est quelque chose... c'est un concept avec lequel on est maintenant un peu habitué. Avant de prendre un certain nombre de décisions législatives, il y a une concertation. Après, comment on suit ce que ça implique pour les gens, pour les acteurs de première ligne, c'est-à-dire les gens qui manipulent les gamètes dans les cuves et les gens qui vont en consultation. Je ne me souviens pas que ça ait déjà eu lieu, en tout cas à ce niveau et avec un impact tellement important dans la vie quotidienne des gens. Et je dois dire que le ministère a été quand même très accompagnant là-dedans. Et quand on a proposé effectivement de s'inspirer de cette façon d'accompagner les changements pour les plans ministériels, le plan greffe, le plan greffe de cellules souches hématopoïétiques et le plan PEG, c'est-à-dire de capitaliser les incroyables efforts que vous aviez faits, notamment dans l'échange, dans les discussions qui sont beaucoup plus constructives et apaisées lors de la 6e réunion que lors de la première, si je me souviens bien. Eh bien, l'idée, ça a été, est-ce qu'on ne devrait pas utiliser cette méthode pour l'appliquer dans d'autres domaines? Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'un pilotage des plans, notamment du plan greffe, en ajoutant quelque chose qui a peut-être manqué dans le comité de suivi de la loi de bioéthique, qui est la différence ou les spécificités, j'aime pas tellement parler de différence, mais les spécificités territoriales. C'est pas la même chose à Nantes, à Rennes, à Toulouse, à Marseille. Et donc, on a essayé d'introduire là-dedans une dimension de prise en compte de la spécificité territoriale. Évidemment, c'est pas simple, ça peut apparaître comme des grands-messes, mais c'est aussi une autre façon de se parler et une autre façon d'avancer. Donc moi, ce que je retiens beaucoup dans je vous remercie de vos présentations parce que je retiens beaucoup l'aspect innovant. C'est la première fois qu'on fait ça de cette manière et qu'on arrive à remettre autour de la table des gens qui se parlaient souvent, soit par communiqué de presse, soit par action militante, soit par revendication sectorielle.
Et c'est une autre façon de suivre la politique qui me semble plus adaptée à ce qu'on vit dans la vie réelle, que ce soit pour les professionnels ou pour les associations. Merci Michel. Oui, une question, madame. Pardon. Le micro arrive, oui. Bien aussi de la transplantation, et je pense qu'on a été attiré par le titre de pilotage innovant d'une politique de santé publique. Alors certes, il y a des spécificités dans chaque région, quelle que soit la pathologie ou la prise en charge, mais il y a quand même, et vous l'avez souligné, je crois, une différence dans l'accès aux soins. Et je voulais savoir comment, au-delà du constat que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour essayer de faire que, quel que soit le point du territoire où on soit, on ait un accès aux soins qui soit, ou accès à la prise en charge qui soit à peu près la même. Je pense que les temps d'attente chez vous et les temps d'attente en transplantation sont deux problématiques qui sont pas identiques, mais du même ordre. Oui, bien sûr. Merci de votre question. Manifestement, en fait, ce comité va donner naissance en fait à des travaux qui sont déjà d'ailleurs en cours en fait sur le parcours de soins en fait, hein, voilà, sur la fluidification du parcours de soins, donc sur l'ensemble du territoire. Et on va se baser bien sûr sur ces disparités pour travailler sur d'une part des indicateurs en fait qu'on pourra suivre au long cours et des propositions effectivement de fluidification pour modifier cette disparité et diminuer tant que ce délai d'attente. Voilà. Et je voudrais dire aussi que ce comité de suivi a été l'occasion de mobiliser en fait tous les acteurs institutionnels et notamment, je le dis parce qu'il y a un représentant ici du Centre national des soins étrangers, on a pu mettre en contact la Caisse nationale d'assurance maladie avec les associations et je pense que c'est vraiment une action, vous pouvez peut-être en parler, où vous avez pu poser des questions et en retour, en fait, vous avez eu des réponses et vous avez initié un dialogue et c'est grâce à ce comité innovant, en fait, qu'on a pu vous mettre en contact. Effectivement, c'est un bon exemple de revendications qu'on a portées tout au long des réunions du comité, qui a donné lieu à une première rencontre entre la CNAM, le CNSE et les associations en septembre dernier, et qui a une fois de plus mis en lumière le fait que si on se parle de comment on fonctionne, des besoins qu'on peut repérer de chaque côté, ben forcément on accompagne de façon plus efficace les personnes qui font des demandes. Donc ça facilite le travail des associations qui n'ont plus à répéter toujours la même chose ou à essayer de comprendre parfois des choses qui même pour nous sont un peu nébuleuses. Et ça permet aussi que de notre côté, le CNSE reçoive des dossiers qui soient plus complets et plus facilement traitables. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait partie des éléments concrets qui ont débouché du comité et qui témoignent, je pense vraiment, c'est ce qu'on s'est dit la dernière fois. En fait, on s'est dit qu'il fallait notamment regarder comment un dossier est étudié et que nous, après, on puisse... alors, je vais utiliser un mot qui est peut-être pas très joli, mais vulgariser, en fait, vraiment au mieux tout ce qui peut nous être transmis à nous pour que ce soit accessible et compréhensible pour tout le monde. Parce que ce qu'on peut s'apercevoir, nous on a un site internet aussi, donc on y met un certain nombre d'informations. Malgré ça, il y a des questions récurrentes qu'on continue à recevoir, même si on reformule, même si on fait attention aux informations qu'on indique sur le site, il y a quand même toujours des questions un peu récurrentes qui reviennent. Et donc, voilà, tout le monde n'a pas la même démarche, n'a pas le même besoin d'être accompagné, d'être informé. Je pense que l'objectif commun, là aussi, dans ce travail
sur la question des dossiers CNSE, c'est de dire, voilà, à un moment donné, il faut que tout le monde puisse être autonome. Nous, on sait que les associations ne peuvent pas toucher toutes les personnes concernées. Et donc, il y a vraiment une nécessité de fluidifier et d'améliorer les choses pour que les personnes ensuite qui vont monter les dossiers soient les plus autonomes possibles, même si elles ne passent pas par une association. Parce que, on a aussi plein d'autres choses à faire et du coup, ce temps qu'on ne passerait pas à ça, on le passerait à autre chose. Donc voilà, c'est important. Je pense que l'objectif de l'action des associations, c'est aussi que les personnes puissent être les plus autonomes et les plus à l'aise dans leur parcours de soins. D'autres questions? Oui, madame? Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de disparité territoriale. Du coup, moi aussi, je fais partie de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel. Et du coup, c'est vrai qu'on est au plus près des questions des couples de femmes ou des femmes seules, sur les questions des délais, etc., d'attente. Donc c'est pour ça qu'on les accompagne aussi bien dans leur parcours en France qu'à l'étranger. Et du coup, je sais que, vous avez parlé de régulation, etc., que vous travaillez sur les questions de régulation. Est-ce que vous avez connaissance de situations où, par exemple, l'âge maximum pour faire une PMA est de 43 ans? Et est-ce que vous avez connaissance, du coup, de disparité d'informations données par les SECOS, par exemple, sur l'âge maximum et le refus parfois de dossiers en fonction de l'âge qui n'est pas... qui n'a pas atteint 43 ans encore pour certaines femmes qui ont 41 ans, 42 ans par exemple. Et concernant la question du donneur, on a aussi eu des témoignages de certaines mères qui avaient effectivement des informations différentes, ou même des SECOS qui leur demandaient « est-ce que vous êtes venu avec votre donneur ?» Est-ce que vous avez connaissance de ces situations-là, même si je sais que vous y travaillez? Nous avons connaissance, bien sûr, de situations qui nous sont remontées et que vous remontez, bien évidemment. Alors, donc, nous, on est toujours très vigilants parce qu'en fait, il y a toujours aussi quand même une approche spécifique d'un dossier médical. Et donc, l'agence ne peut pas porter un regard sur un... voilà, c'est une agence d'encadrement, de régulation, mais ne pas donner un avis sur un avis médical. Donc, c'est quelque chose pour lequel on ne peut pas abonder en disant, voilà, il faut faire comme ça ou pas comme ça. En fait, avant tout, il y a quand même l'avis du dossier médical qui est central, en respectant bien sûr le texte de loi, mais il peut y avoir des raisons médicales, et ça, donc, il faut l'entendre aussi. Hein. Voilà. Concernant le fait de dire aux gens « est-ce que vous êtes venu avec un donneur ?» c'est interdit de faire ça. Alors, en revanche, moi la première, je distribue des plaquettes à tour de bras. Dès qu'on voit des gens qui viennent en AMP en disant distribuez autour de vous des plaquettes sur la promotion du don, parce que c'est comme ça que ça marche, et plus il y a de donneurs, moins on attend, quoi. Mais effectivement, c'est pas, ça n'est pas autorisé de faire ça, hein. La priorisation des dossiers en amenant un donneur ou une donneuse. Par contre, motiver les gens en leur disant « oui, essayez de parler autour de vous parce que c'est comme ça que ça marche ». Alors, les gens qui viennent en prise en charge en AMP avec tiers donneur, leur entourage est sensibilisé, mais il faut essayer de sortir un peu de son entourage et d'aller dans son milieu professionnel. Alors nous, on dépose dans nos salles de sport, partout où on peut, hein, dans les boîtes de nuit, dans les bars. Il faut toucher toutes les populations. En fait, les gens qui nous intéressent, c'est des gens jeunes et en bonne santé. Hein, donc on ne va pas les chercher dans nos salles d'attente, hein, clairement. Enfin, si, on les donne dans nos salles d'attente pour que ça parte ailleurs. C'est ça le but. Hein. D'autres questions? Oui, madame. Merci. J'entends que vous avez du coup déjà en tête de pérenniser ce comité, et en même temps, dans les avantages et inconvénients, on a entendu que pour les associations, le côté bénévole était quand même un obstacle. Du coup, est-ce que vous avez réfléchi à ça et déjà des pistes de solutions, ou... En gros, c'est comment on fait pour que le bénévolat se pérennise sans s'épuiser ou sans... D'autres? Effectivement, si on veut que le bénévolat dure, il faut aussi prendre soin des bénévoles.
Et une des premières choses, moi, que je dis aux personnes qui veulent s'investir avec nous, c'est que c'est important de prendre soin de soi et de prendre soin de son engagement. C'est aussi pour ça que moi, je l'ai souligné de façon assez insistante sur les inconvénients, parce que bien sûr qu'on voit toute la pertinence de participer à ce type de dispositif, à la fois voilà, pour faire évoluer les problématiques, mais aussi pour les personnes qu'on représente. Mais oui, il y a vraiment des adaptations qui sont nécessaires. Mais je pense qu'on a quand même une écoute sur ces questions-là aussi. Je suis assez confiante sur le fait qu'on arrive à trouver des solutions. Merci. Nous avons encore le temps de prendre une ou deux questions. Non ? Bien. Écoutez, nous remercions chaleureusement donc les trois intervenants, vraiment beaucoup. Et merci de votre attention à vous aussi. Voilà.